Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. À la une de l'actualité de ce vendredi 11 octobre. La formation du gouvernement au cœur d'une réunion entre Michel Sleiman et Tamam Salam. Le Premier ministre désigné estime que des obstacles entravent encore la nomination de son cabinet. L'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques reçoit le prix Nobel de la paix 2013. L'OIAC est notamment chargée de superviser le démantèlement de l'arsenal chimique du régime syrien. Human Rights Watch dénonce un massacre perpétré par des rebelles dans des villages alaouites de Syrie. En août dernier, au moins 190 civils ont été tués, parmi eux, au moins 67 ont été exécutés. Et à suivre également dans cette édition, Benyamin Netanyahou salue le rôle de la France dans les relations internationales, mais le Premier ministre israélien appelle Paris à rester ferme contre l'Iran qui chercherait à se doter de l'arme nucléaire. La formation du gouvernement au cœur d'une réunion entre Michel Sleiman et Tamam Salam ce matin au palais de Barabda. Le Premier ministre désigné tente depuis près de 7 mois de former un cabinet après la démission de Najib Miyati en mars dernier. S'exprimant à l'issue de son entretien avec le chef de l'État, Salam a affirmé qu'il est désormais urgent de mettre en place un nouveau gouvernement compte tenu des développements régionaux. Il a cependant indiqué qu'aucun progrès n'a été enregistré. Selon le Premier ministre désigné, des obstacles entravent toujours la formation du cabinet, notamment le refus de certains partis politiques d'accélérer la mise sur pied d'une équipe ministérielle. Mais il dit rester confiant, assurant que sa mission est difficile, mais pas impossible. Walid Jumblatt, lui, dit soutenir la formule 996 pour la formation du gouvernement. Selon le chef du Parti socialiste progressiste, cette formule empêche une alliance de contrôler le gouvernement en donnant un droit de veto au Hezbollah et ses alliés et un autre au 14 mars. Dans des propos au quotidien Safir, le leader druze a cependant rejeté l'idée d'un gouvernement de fait accompli et souligné la nécessité d'un président consensuel qui ne ferait partie d'aucune des deux alliances. Marouane Cherbel estime que la prorogation du mandat du chef de l'État est inévitable, qu'il le veuille ou pas. Le ministre sortant de l'Intérieur a indiqué au quotidien El Akhbar qu'une vacance au niveau de la présidence aurait des conséquences négatives en l'absence de gouvernement. Selon lui, Michel Sleiman se trouvera alors dans l'obligation d'accepter la prorogation de son mandat si les différentes parties ne parviennent pas à former un nouveau cabinet avant la date butoir du 25 mai 2014, et cela pour éviter que le pays ne glisse vers une plus grande crise politique. Michel Aoun accuse Najib Miyati de se dérober à ses responsabilités en évitant de convoquer une séance du gouvernement consacrée au décret sur l'exportation pétrolière. Le chef du CPL estime que le Premier ministre sortant n'a pas le pouvoir de résoudre des questions d'ordre national. Il a souligné que les ministres de son parti ont fait l'objet de campagnes injustes de dénigrement. Une référence au ministre sortant de l'énergie, Gebran Bassil. Selon Aoun, les ressources naturelles du Liban ne sont pas à partager entre individus, confessions ou autres. Elles doivent servir au développement du pays. Il a par ailleurs accusé la justice de couvrir certains députés impliqués dans des scandales, appelant les Libanais à s'unir à ceux qui combattent la corruption. Un 5e suspect inculpé pour le meurtre de l'ancien Premier ministre Rafi Hariri en 2005. Le tribunal spécial pour le Liban a émis un mandat d'arrêt contre Hassan Habib Merhi, un membre du Hezbollah. Le mandat a été transmis aux autorités libanaises début août, mais celles-ci n'ont pas transféré le nouvel accusé, qui reste introuvable selon le procureur. À 47 ans, Merhi est accusé de plusieurs crimes, dont celui de complot en vue de commettre un acte de terrorisme. D'après l'acte d'accusation, il a coordonné la préparation d'une fausse cassette vidéo montrant un Libanais du nom d'Abou Hadas qui revendiquait faussement l'attentat au nom d'une organisation islamiste. La cassette avait été transmise le jour de l'attentat à la chaîne arabe Al Jazeera. Le procès des accusés doit débuter le 13 janvier 2014 à La Haye. Ils seront jugés par défaut, c'est-à-dire en leur absence. Le prix Nobel de la paix 2013 a été attribué à l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques. Rassemblant presque tous les pays du monde, l'OIAC a son siège à La Haye. Mise en place en 1997, elle est aujourd'hui dirigée par un Turc, Ahmed Uzumcu. Jusqu'alors méconnue du grand public, elle s'est retrouvée sous les feux de l'actualité pour son rôle en Syrie. Les inspecteurs de l'OIAC sont à pied d'œuvre dans le pays. Une résolution adoptée à l'ONU leur a confié la mission de superviser le démantèlement de l'imposant arsenal chimique de Bachar el-Assad. Cette résolution a été adoptée à la suite de l'attaque de grande ampleur du 21 août dernier en banlieue de Damas, attaque qui avait fait au moins 1400 morts. Les experts de l'ONU disent avoir trouvé des preuves flagrantes et convaincantes
de l'utilisation de gaz sarin. Et puis ce nouveau rapport accablant de Human Rights Watch en Syrie, selon l'ONG, des groupes djihadistes et rebelles syriens ont tué au moins 190 civils dans des villages alaouites au mois d'août. 67 d'entre eux ont été exécutés. Et pour en parler en détail, avec nous par téléphone depuis New York, la porte-parole de Human Rights Watch, Tamara Rifahi. Tamara, merci d'être avec nous en ligne. Merci de nous avoir invités. D'abord, est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails sur ce rapport que le Human Rights Watch vient de sortir aujourd'hui? Absolument. C'est un rapport qui a été conduit sur place. Donc, nous avons envoyé notre spécialiste sur la Syrie dans les villages autour de la ville de Latakia, donc une ville au fond de la partie alaouite syrienne, pour justement faire le point sur des rapports que nous avions déjà eus, sur des exactions et des abus contre les civils sur des bases sectaires de la part de certains groupes armés extrémistes, djihadistes, comme vous l'avez mentionné. La mission a eu lieu donc sur plusieurs jours. Notre collègue a interviewé des personnes dans ces villages, mais aussi des personnes qui ont fui ces villages vers d'autres villes syriennes ou vers le Liban. Et c'est sur la base de tous ces témoignages et d'informations que nous avons corroborées, y compris des vidéos et des images satellitaires, que nous avons pu arriver à la conclusion que justement une opération militaire a été planifiée et exécutée durant la première semaine du mois d'août vers des villages à prédominance alaouite et qui a justement ciblé des alaouites, pour la plupart des citoyens malheureusement. Alors selon ce rapport, en plus des 190 victimes, il y aurait plus de 200 otages qui sont encore entre les mains des groupes djihadistes. Est-ce que vous avez des informations sur la situation de ces otages ? Nous n'avons pas vraiment d'informations spécifiques dessus, mais justement le rapport en question parle des exécutions extrajudiciaires, donc hors la loi, mais aussi de ce phénomène de prise d'otages. Nous estimons, nous pensons, qui servira dans le futur dans des négociations, ce qui est absolument une chose inacceptable, complètement illégale. Et ce qui met ces groupes justement dans une position d'accusation d'avoir commis des crimes contre l'humanité ou même des crimes de guerre. Donc justement, on peut parler aujourd'hui de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, en tout cas dans cet épisode en particulier ? On peut parler de ça dans cet épisode, mais Human Rights Watch en a déjà parlé dans beaucoup d'autres épisodes en se référant à des abus commis ou bien par les forces de sécurité officielles syriennes et maintenant de la part de ces groupes-là. Et nous estimons que le seul moyen de pouvoir adresser toute la situation en Syrie, toute la situation de violation et de faire régner un peu de justice, c'est de référer la Syrie à la Cour pénale internationale à travers le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui, comme vous le savez, reste bloqué sur la Syrie à cause des vétos russes et chinois. Alors justement, sur ce point, est-ce qu'il est réaliste aujourd'hui d'envisager la création d'un tribunal spécial pour la Syrie qui jugerait, donc comme vous l'avez dit, non seulement les responsables du régime, mais des responsables de l'opposition, des groupes rebelles, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, en plein conflit, il est réaliste d'envisager un tel tribunal ? Réaliste, je ne sais pas, mais ce qui est plus efficace, c'est utiliser quelque chose qui existe déjà. Donc la Cour pénale internationale qui a pour mandat justement de se pencher, d'être saisie sur ces questions-là, sur ces questions spécifiques de crimes de guerre. Pourquoi créer un système parallèle s'il existe déjà un mécanisme? Et justement, que ce soit la Cour pénale internationale ou un tribunal spécial, il va falloir obtenir une résolution du Conseil de sécurité. Donc autant pousser le Conseil de sécurité à prendre des mesures à travers un organisme qui existe déjà. Mais est-ce que d'après vous, il faudrait attendre de la fin des conflits pour avoir des procès parce que ils jugeraient qui maintenant? Enfin, en plein conflit, comment attraper les responsables, les coupables? Est-ce qu'il faudra attendre la fin du conflit? Et quand est-ce La fin du conflit, on la voit pas malheureusement. Et pour nous, pour une organisation qui défend les droits de l'homme et que ce soit en temps de paix ou en temps de guerre, nous poussons depuis des mois déjà. Nous poussons déjà le Conseil de sécurité depuis des mois à utiliser le tribunal pénal international. Donc pour nous, tout ça est réaliste. Nous ne pouvons pas lâcher maintenant
nous ne pouvons pas arrêter nos efforts maintenant. Donc pour nous, oui, c'est réaliste et on peut déjà commencer, mais il y a un tel manque de volonté politique, pas seulement de la Russie d'ailleurs. Il faut aussi se rappeler que les États-Unis ne font pas partie de la Cour pénale internationale. Donc il y a peu de volonté pour un mécanisme qui regarderait toute la situation. On commençait à parler déjà depuis plus d'un an d'abus commis par les forces de sécurité. On en arrive aujourd'hui aussi à parler de crimes contre l'humanité commis par certains groupes rebelles. Donc il faut absolument référer toute la situation. En effet, c'est un point pressant. Tamara Rifai, porte-parole de Human Rights Watch depuis New York, merci beaucoup pour votre intervention. Dans un instant, nous ferons le point sur le shutdown aux États-Unis. Restez avec nous. Retour sur le plateau de l'info de Futur TV, Benyamin Netanyahou a salué le rôle de la France dans les relations internationales et la fermeté avec laquelle le Paris a traité la situation syrienne et la guerre au Mali. Le Premier ministre israélien déclare cependant que la France ne doit pas se laisser leurrer par la volonté d'ouverture du président iranien et doit montrer la même fermeté concernant l'abandon du programme nucléaire de Téhéran. Il s'exprimait sur France 24, on l'écoute. La France a toujours eu une position courageuse sur l'Iran. Et je dirais au gouvernement français et à François Hollande avec tout mon respect, vous devez rester fort, très fort. La France a été très ferme avec Assad et très ferme sur le Mali. Maintenant, elle doit être ferme avec l'Iran aussi, avec ou sans le sourire de Rouhani. Il faut tout démanteler, pas seulement 20%, mais 100%. Ça n'est pas ma position à moi seulement, c'était la position de la France, celle de l'Europe. Après 11 jours de paralysie fédérale, la rencontre entre Barack Obama et les responsables républicains a été productive. Les républicains sous pression ont proposé de relever momentanément le plafond de la dette pour éviter au pays de faire défaut. L'opinion publique s'est rangée majoritairement du côté du président depuis le début de la crise. En effet, 53% des Américains estiment que les républicains sont responsables de la paralysie fédérale. L'annonce républicaine a été très favorablement accueillie par les marchés. Les principaux indices de Wall Street ont bondi de plus de 2% et les bourses asiatiques ont grimpé nettement ce matin. En bref, dans le reste de l'actualité de ce vendredi, Malala Yousafzai veut devenir Premier ministre du Pakistan. La jeune fille de 16 ans qui a miraculeusement survécu à une attaque des talibans il y a un an de cela défend le droit des filles à l'éducation. Elle vit aujourd'hui en exil à Birmingham, en Angleterre, où elle a été soignée et dit vouloir se lancer en politique. Lauréate du prix Sakharov 2013 pour la liberté de l'esprit, elle était la grande favorite pour le Nobel de la paix. Plus d'une semaine après le naufrage d'un bateau de migrants au large de l'île italienne de Lampedusa, il ne reste plus de corps dans l'épave. Les recherches se poursuivent désormais aux alentours du navire. Au total, 311 cadavres ont été repêchés, 155 personnes ont survécu. Les victimes de ce drame, dont beaucoup de femmes et d'enfants, venaient en majorité d'Érythrée. Et puis Scott Carpenter rejoint ses chères étoiles. En 1962, il était devenu le deuxième Américain à tourner en orbite autour de la Terre. Scott Carpenter, victime d'une attaque, est mort à 88 ans à Denver aux États-Unis. Son seul vol dans l'espace en mai 62 aura duré 4 heures et 54 minutes, mais aura fait de lui un héros national. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. La formation du gouvernement au cœur d'une réunion entre Michel Sleiman et Tamam Salam. Le Premier ministre désigné estime que des obstacles entravent encore la nomination de son cabinet. L'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques reçoit le prix Nobel de la paix. L'OIAC est notamment chargée de superviser le démantèlement de l'arsenal chimique du régime syrien. Human Rights Watch dénonce un massacre perpétré par des rebelles dans des villages alaouites de Syrie. En août dernier, au moins 190 civils ont été tués. Parmi eux, au moins 67 ont été exécutés. Et puis Benyamin Netanyahou salue le rôle de la France dans les relations internationales. Mais le Premier ministre israélien appelle Paris à rester ferme contre l'Iran qui chercherait à se doter de l'arme nucléaire. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Et c'est ensuite de programmes sur notre antenne. Et bon week-end.